Ok, bon, on va passer au deuxième temps de l'après-midi. Donc, c'est une table ronde, à peu près. Voilà, qu'on a intitulé « Regard croisé sur les stratégies d'enseignement et les stratégies d'apprentissage ». Donc, du coup, ça fait bien la suite à ce que Jean-Charles disait tout à l'heure, prendre le point de vue des étudiants. Donc, c'est un petit peu ça qui nous tenait à cœur, c'est d'avoir des regards croisés sur ce que vivent les étudiants et ce que vivent les enseignants. Donc, je vous présente Clémentine Bosch-Bouju, qui est donc enseignante à l'ENSMAC et à la prépa, un petit peu. Voilà, Nicolas Gris, qui est en filière info, et également élu au Conseil des écoles. Voilà. Sandrine Courvoisier, qui est enseignante à l'ENSEGID. Et enfin, Mélissa Brusa, étudiante à l'ENSC et qui a fait également un stage l'année dernière avec la cellule ingénierie pédagogique, qui a travaillé avec un de ses collègues étudiants sur Moodle, sur l'ergonomie et l'accessibilité de Moodle. Donc merci en tout cas à tous les quatre d'avoir répondu positivement à notre sollicitation. Donc, la thématique de cette journée, si je la reprends, plaisir d'enseigner, plaisir d'apprendre. Je vais rebondir sur ce que je disais Jean-Charles, mais pour vous, en fait, je m'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux étudiants. Qu'est-ce qu'un cours agréable et efficace? Je donne la parole. Oui, alors donc moi en tant qu'enseignante, un cours agréable, c'est un cours où en effet je prends du plaisir parce qu'il va y avoir une interaction avec les étudiants, et efficace, c'est aussi une histoire d'interaction. Et ce qui va être déterminant pour moi, c'est de voir que les étudiants ont capté le message que j'avais à leur envoyer. Donc là, on est plutôt dans le cadre d'un cours plutôt magistral ou descendant. Mais ce plaisir, on peut aussi l'avoir dans le cadre d'ateliers comme ça, où on les fait travailler en groupe et où on voit que finalement le message qu'on a délivré, que ce soit de la connaissance ou de la compétence, il passe parce que les étudiants, en travaillant ensemble, vont acquérir ce vers quoi on a envie de les amener. Du coup, moi en tant qu'élève, un cours agréable et efficace, d'abord agréable, c'est qui va pas sur la longueur. Je vais me dire, là ça commence à devenir long quand même. Et je vais pas commencer à regarder l'heure toutes les 5 minutes pour me dire, c'est long quoi. Et j'ai conscience que c'est compliqué, mais c'est un cours où en fait, je pense que quand j'arrive et que j'essaie de suivre, je me rends compte que l'enseignant a fait l'effort de peut-être se mettre à niveau de... Moi, je ne connais pas ce qu'il essaie de m'enseigner au moment où il me l'enseigne, et il fait cet effort d'abstraction. Et ce n'est pas aussi un cours qui est linéaire et continu, où on fait que du théorique. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'actif, pouvoir participer, pouvoir mettre en application les choses qu'on est en train de m'enseigner. Donc, qu'il y ait des césures dans le cours, qu'il n'y ait pas un rythme continu, mais que ce soit quelque chose qui ait des césures, quoi. Alors, je vais redire des choses qui sont apparues. Déjà, agréable, c'est l'interaction. Donc, pour moi, c'est fondamental. Il faut que j'interagisse, sinon, je n'arrive pas. Alors, la difficulté, c'est qu'en amphi, c'est compliqué. Donc, j'interviens peu en amphi, heureusement pour moi. Et si les étudiants décrochent, etc., c'est très dur à vivre. Parce que j'essaye d'interagir et je vois qu'en face, il n'y a pas de répondant. Donc, c'est un petit peu dur à vivre des fois. J'essaye, mais je ne peux pas envisager un cours... en tant que cours agréable, sans interaction. Donc ça, c'est un point. Et sur l'alternance, la coupure de rythme, aussi, c'est, à mon avis, fondamental. Après, c'est pas toujours évident. J'essaye toujours de voir le côté enseignement. On a souvent des salles de CM, des salles de TD, et donc on fait des ruptures comme ça, dans 2 heures de CM, et ensuite, on va prévoir des exercices. Et je pense qu'il faut qu'on change nos manières pédagogiques pour plus mettre du TD dans le cours et au lieu de faire 2 heures de CM, 2 heures de TD, de faire 4 heures de cours intégrés. Je pense qu'il faut aller vers ça et j'essaye d'y aller de plus en plus. Pour moi, un cours qui va être intéressant et où je vais avoir vraiment le plaisir d'apprendre, ça va être un cours où je vais ressortir et je vais me sentir enrichie, c'est-à-dire que je vais pas
avoir passé 2 heures en étant passive dans un amphi, avoir écouté un professeur qui distribue des connaissances et où les étudiants les prennent s'ils veulent les prendre, ça va être un cours où vraiment il y a une interaction pour dire ce qui a été dit, mais j'ai l'impression que c'est partagé, que ce soit étudiant ou enseignant. C'est un cours où vraiment il y a des interactions où au moins l'enseignant est présent et donne vie à son cours. C'est-à-dire que les meilleurs souvenirs que j'ai moi de mes 3 ans à l'ENSC, c'est quand l'enseignant va arpenter les allées de l'amphi, parce qu'on parle beaucoup de CM, donc de cours magistral, où souvent c'est dans des grandes salles où il y a souvent des promotions entières. Donc captiver l'attention de dizaines d'étudiants, c'est très compliqué, mais on peut y arriver. J'ai eu un enseignant qui circulait dans les allées, qui posait très bien sa voix, et pourtant j'avais pas forcément de prérequis pour sa matière ou un intérêt particulier, mais j'ai quand même écouté tout le long de son cours parce qu'il avait une présence, il créait des interactions, ses exemples pour appuyer ses propos, c'était pas forcément les mêmes exemples d'une année à l'autre, c'était des exemples qui faisaient écho à l'actualité, et c'est ce genre de cours un peu vivant qui donne envie d'écouter, et on ne se sent pas victime du cours, entre guillemets, à devoir écouter et à être là, on sait ce qu'on fait dans le cours, et c'est vraiment là où on prend du plaisir à apprendre, je trouve. Et donc, bon, il est question beaucoup d'interactivité et de posture finalement de l'enseignant, enfin, et donc de l'étudiant qui soit aussi apte à rentrer en relation avec l'enseignant, enfin, il me semble. Donc ça, c'est un peu l'organisation globale des cours, voilà, du magistral, un peu d'interaction, du magistral, un peu d'interaction, enfin. Mais en fait, ça, c'est une préparation, on va dire, globale. Mais après, dans la préparation plus fine, dans le scénario, la préparation de la scénarisation du cours, qu'est-ce qui va vous motiver? Parce que si j'entendais de répéter tout le temps la même chose, voilà, d'année en année, qu'est-ce qui peut vous motiver justement et garder un peu de plaisir dans le contenu lui-même du cours et dans la façon dont vous allez le concevoir? Sandrine, peut-être? Marché. Ouais, en termes de motivation, ce qui, moi, me semble important en termes de motivation pour les enseignants et j'espère pour les étudiants, c'est d'avoir une vision globale de la maquette. J'ai remarqué quand on fait les liens, c'est toujours, on a une vision, nous, très globale de notre maquette, et sauf que quand on enseigne, on va enseigner notre discipline, et des fois on se rend compte que les étudiants n'arrivent pas à faire du lien entre les différents enseignements. Et donc c'est aussi à nous de leur apporter ce lien, ce qui n'est pas forcément évident, donc ça passe par une interconnaissance de ce que font les autres. Cette interconnaissance, elle passe par plusieurs choses. Alors cette année, on a remis en ouverture pour tout le monde les cours sur Moodle, parce que les cours sur Moodle, en fait, ils étaient ouverts que à certains enseignants et que à certaines années, et on les a rendus ouverts à tout le monde pour que les enseignants puissent aller voir ce que font les collègues, etc., pour faire des liens. Et ça passe aussi par l'interconnaissance de ce que font les autres. On fait des terrains communs. Avec Sophie, justement, on revient d'une semaine de terrain pluridisciplinaire et ça permet de croiser les regards et les disciplines. Et les étudiants font bien le lien entre ce qu'ils voient dans une certaine discipline avec les autres. Et nous, ça nous permet aussi de mieux connaître ce que font les collègues et de faire les liens pendant nos cours en disant « Ok, ça, vous voyez ce qu'on fait dans ce cours, ça peut vous servir par ailleurs. Vous avez vu ce que vous avez vu en géologie, en hydro, ça a telle et telle conséquence sur l'écologie, par exemple. » Ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant pour entraîner de la motivation, c'est que les étudiants arrivent à faire du lien entre les différents cours. Si je peux juste me permettre, je trouve que ce qui est intéressant pour qu'on puisse interagir là-dessus, c'est que je trouve que les réunions entre collègues, entre enseignants, en fait, sont hyper importantes pour échanger, ces lieux d'interaction. Et ça, on n'a pas forcément... Alors, il y a des réunions pédagogiques, mais elles sont souvent organisées par thème. Et c'est vrai que je trouve qu'on gagnerait... moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai intégré l'école. Et au début, c'est vrai que j'avais pas du tout de connaissance de la maquette. Et c'est petit à petit... Et c'est vraiment en interagissant de manière formelle et informelle, sauf que comme on est enseignant-chercheur, quand on n'a pas cours, on n'est pas forcément à l'école. Et donc, pour qu'il y ait cette motivation, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse plus ou mieux interagir sur nos enseignements de manière transverse, quoi, pas que au sein d'une même thématique. Oui, d'avoir une approche programme, en fait, enfin, ce qu'on appelle dans notre jargon pédagogique l'approche programme. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Sandrine, il y avait ce côté donc faire des liens
avec les autres matières, mais aussi tout simplement faire des liens avec des choses que nous, les élèves, on connaît. Donc ça peut être des choses qui n'ont pas de rapport vraiment avec le cours, mais qui sont des applications du cours à des choses de la vie de tous les jours. Parce que des fois, moi typiquement, je suis en informatique, on a des matières qui peuvent être assez théoriques. Il y a toujours moyen dans ces matières de trouver des applications à la vie de tous les jours. Je pense à un exemple très concret où en cours d'IA, donc intelligence artificielle, on avait un enseignant qui est en CM. Il trouvait plein de moyens de faire de l'application à l'IA à des choses très concrètes qu'on connaît, comme les jeux d'échecs, du traitement d'images. C'est des choses qui nous parlent. Et à l'inverse, il y a d'autres matières où j'ai conscience que peut-être c'est un peu plus compliqué de faire des applications à des choses qu'on connaît, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des exemples concrets d'application de ce qu'on est en train de voir à quelque chose qu'on va faire dans le futur, parce qu'il y a aussi ce côté où quand on apprend de nouvelles notions, des fois on pourrait se demander ok, pourquoi je suis en train de voir ça, pourquoi on est en train de me parler de ça, et des fois on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas d'application derrière. Donc c'est pour ça que ce côté mise en application, pour moi, il est super important. Surtout pour de l'informatique, où parfois j'apprends à écrire un nouveau langage, j'ai besoin de pouvoir mettre en application ce langage. Et des fois, ça manque un petit peu, particulièrement en CM, où par exemple, je trouve que le CM, pour apprendre un langage d'informatique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Ok. Et Mélissa ? Du coup, pour donner mon point de vue sur la motivation, je vais essayer de vous exprimer au mieux mon point de vue et mon ressenti d'élève du coup, à l'ENSC, parce que je suis en 3e année, comme l'a dit Corinne. Et donc, avant l'ENSC, moi, j'ai fait une prépa. Et en préparant cette journée avec Corinne, on a un peu débattu de la motivation dans l'enseignement. Et la prépa, qui est donc une classe préparatoire de grandes écoles, c'est un cursus assez compliqué, on va dire. C'est-à-dire que la charge de travail est très haute. Les profs ont des exigences assez hautes aussi pour les étudiants. Et pourtant, en parlant, je me suis rendu compte que j'ai jamais été aussi motivée qu'en prépa. Donc on s'est posé la question. Et là, du coup, en arrivant à l'école, il y a eu une sorte de décalage entre moi, ma façon de travailler en prépa et ma façon de travailler à l'école. C'est-à-dire qu'à l'ENSC, on a la chance d'avoir une discipline très complexe, avec plusieurs composantes. Donc il y a des sciences dures comme l'informatique, mais il y a aussi des sciences humaines. Et donc, en fonction de vos appétences ou de vos envies pour vous orienter dans votre vie professionnelle après, toutes les matières ne sont pas vécues de la même manière par tous les étudiants. Et donc, en repensant à tout ça avec Corinne, je me suis rendu compte que ce qui me motivait en prépa, c'était de savoir ce que j'allais faire tout au long de l'année, mais aussi ce que j'allais faire après. Et ça, en fait, c'était concret, puisque je savais qu'après la prépa, j'avais des concours qui me permettraient d'accéder à un enseignement qui me plaisait plus ou moins. Tandis qu'en arrivant à l'école, il y avait beaucoup de matières qui étaient un peu dénouées. C'est-à-dire que quand je vous parle de facteurs humains et de programmation web, tout de suite, on ne voit pas forcément le lien. Et c'est ce genre de choses qui n'étaient pas reliées, parce que pour en avoir parlé avec d'autres étudiants et des collègues à moi en promotion, au début, ça nous a un peu surpris. Et donc, tout ce qui a été première et deuxième année à l'école, pour moi, en tout cas, je ne parle pas pour tous les étudiants, mais ça a été un peu compliqué, puisque vu qu'on ne voit pas le rapport entre toutes les matières, on ne voit pas le sens, en fait, à ce qu'on fait, on ne voit pas ce qu'on va en faire après, du coup, on a du mal à travailler, vraiment à se mettre dans le travail. Et en arrivant en 3e année, j'ai été beaucoup plus motivée et beaucoup plus à l'aise dans ce que je faisais, puisqu'il y a eu beaucoup plus de projets concrets, puisque la 3e année, c'est un semestre à l'école, beaucoup de projets majoritairement, pas de partiel, et ensuite il y a un semestre en stage. Et moi, j'ai la chance d'être en alternance, donc je voyais déjà un peu le côté professionnel qui m'attendait. Donc en 3e année, en fait, ce que j'ai fait, je voyais comment le projeter dans mon parcours professionnel, et c'est ça qui m'a rendue un peu plus motivée, un peu plus à l'aise dans ce que je faisais. Donc je pense que ce qui est important dans l'enseignement général, c'est vraiment d'expliquer aux élèves ce que vous faites, ça a un sens, parce qu'il y a tel et tel élément qui va vous servir, et ça a un sens aussi parce que plus tard, tel et tel élément, vous pourrez le réutiliser dans votre vie professionnelle pour être quelqu'un, donc un ingénieur compétent. Si je peux rebondir, à l'ENSMAC, on a la chance de tutorer des étudiants et donc ça nous permet d'avoir un peu un son de cloche individuel. Et en effet, on se rend compte assez vite qu'un étudiant, il va adhérer à un cours s'il sait pourquoi il est là, quel est le sens, quel est le contexte autour de ce cours. Et du coup, moi, quand je construis un cours, je me pose la question de base qui est qu'est-ce que ce cours va apporter à l'étudiant, et j'essaye toujours de construire, de scénariser le cours pour que ça réponde à un objectif. Et cet objectif, je le dis clairement au début et je le rappelle régulièrement. Et ce qu'il faut aussi, je trouve, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la cohérence. Je trouve que les étudiants, ils
ils apprécient pas du tout s'il n'y a pas de cohérence, ce que je peux comprendre. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on leur vend au départ, c'est-à-dire que l'objectif du cours, c'est ça va vous apporter ça comme connaissances et compétences. Pour y arriver, on va passer par cette méthode, cours magistral, atelier, etc. Et à la fin, vous serez évalué en rapport avec la manière dont ce que vous avez vu pour que ça réponde à ces objectifs-là. Et j'essaye toujours de bien me tenir à ça. Et mes facteurs de motivation, ils sont là aussi, c'est de toujours répondre à ce cahier des charges. Tu viens de parler d'alignement pédagogique. Voilà, c'est ce qu'en sciences de l'éducation, il me semble qu'on appelle l'alignement pédagogique. Les objectifs. Entre les objectifs, la manière de faire. Voilà, et les activités proposées aux étudiants et les objectifs, comment on va les évaluer et quelles activités on va mettre en place pour que les étudiants puissent arriver à une évaluation correcte. Pour parler d'objectifs aussi, et pour continuer sur le mode projet, ce qui est intéressant dans le mode projet, c'est que voilà, il y a une façon de travailler en groupe et de s'approprier un projet qui est très, très motivant. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif qu'on y met derrière n'est pas forcément le même pour les enseignants et pour les étudiants. Notamment dans le mode projet, nous, ce qu'on essaye d'évaluer, enfin, sur les projets que je suis, notamment en première année, on a un projet enquête. Nous, c'est sur les compétences de savoir-être et de savoir-faire en termes d'enquête, en termes de travail de groupe, etc. Mais sur les objectifs de l'enquête même, c'est eux qui co-construisent ce qu'ils veulent demander, etc. Et je pense qu'en termes de motivation, ça crante pour eux, puisque c'est eux-mêmes qui se fixent ces objectifs, les questions auxquelles ils veulent avoir des réponses et comment ils organisent leur enquête pour avoir des réponses sur leur thématique. Ouais, je voudrais rebondir sur le mode projet parce que beaucoup vous parlez du mode projet. C'est vrai qu'on avait pas mal échangé avec Nicolas et Mélissa par rapport au mode projet qui est un mode visiblement qui vous correspond, mais il y a quelques nuances quand même. Voilà, je laisse Nicolas en parler. En plus, je suis en plein dedans. Moi, je suis dans le semestre 8 et actuellement, là, on a 5 ou 6 projets en même temps. Alors c'est très bien les projets parce que autant vous dire que j'ai jamais travaillé autant depuis que je suis à l'ENSERB que maintenant. Mais j'ai connu, là actuellement on connaît différents types de projets. Il y a le type de projet où on a une thématique un peu globale, mais on fait globalement ce qu'on veut tant que ça répond à certains attendus. Par exemple, ce projet-là, c'est un projet qu'on fait au Fab Lab où en gros il faut que le projet réunisse de l'électronique et de la modélisation. Mais on peut faire ce qu'on veut tant que ça réunisse ces éléments-là. Et après, le professeur, l'enseignant, reste à notre disposition pour qu'on lui pose toutes les questions qu'on a pour mener à bien le projet qu'on a en tête. Moi, je trouve ça super intéressant parce que de l'électronique, j'en ai pas fait depuis la prépa et c'était pas d'électronique comme je peux en faire là au Fab Lab. On n'avait pas les mêmes outils. Et de la modélisation, j'en avais juste jamais fait. Donc, on a eu 2 premières séances pour se lancer un petit peu dedans. Et puis après, on avait l'enseignant qui était là pour qu'on lui pose des questions. Et c'est vraiment cool parce que on fait des recherches, on trouve un petit peu ce qu'on veut mettre en place. Et après, quand nos recherches ne mènent pas à des réponses, on peut toujours poser la question à l'enseignant. Et c'est vraiment une façon de faire qui marche bien parce que on n'est pas restreint par des objectifs qui sont trop précis où l'enseignant, quand il a mis en place le projet, il savait exactement ce qu'il voulait. Sauf que nous, en tant qu'élèves, on reçoit les consignes et des fois, on va quand même pas remplir exactement ce que l'enseignant avait en tête. Et on n'est pas non plus dans ce truc où on dit, faites ça, mais c'est tout, et on est complètement lâché dans la nature. On est un minimum encadré, mais assez libre pour que ce soit vraiment plaisant. Et on a aussi un autre projet où c'est un peu plus encadré, on a des consignes, il y a un peu plus de besoins auxquels il faut répondre. Mais si on discute avec l'enseignant, derrière, on voit qu'on a quand même un minimum de liberté, que si on ne fait pas exactement la commande telle qu'elle est dite dans le sujet, c'est pas très grave tant que globalement, on répond à un sujet. Et les projets, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté où on est actif, on met en application des choses qu'on a vues en cours, c'est pas juste on écoute parler pendant un certain temps, c'est vraiment... on se met dedans, et puis il y a aussi la recherche de notre côté où on va essayer de dépasser un petit peu les éléments qui sont vus en cours, puisque je pense qu'avec les temps qui sont accordés pour certains enseignements, c'est impossible d'aborder tous les détails d'un cours. Donc nous, le projet, ça nous permet de dépasser
le temps restreint octroyé au cours et de pouvoir rechercher plus loin des choses qu'on n'aurait pas vues au moment du CM ou du CI ou peu importe, même du TD. Donc du sens, hein, voilà, qui entraîne de la motivation. Bon, c'est un des facteurs de la motivation. Enfin, la flexibilité, enfin, la souplesse aussi dans le projet. Et donc 6 projets en même temps, c'est ça, enfin. Oui. Là, actuellement, je crois qu'on est réduit à 5 ou 6. Et avant les vacances, on avait 2 en plus. Mais ça va. Mais comment vous arrivez à gérer, en fait Alors, il y a des projets où on a des temps qui sont dans l'emploi du temps pour ces projets-là. Maintenant, effectivement, c'est souvent pas suffisant. Et c'est vrai que ce serait mieux, probablement, si c'était étalé un peu plus sur l'année. Certains diraient que c'est un peu comme le fait de ne pas pouvoir choisir les collègues avec qui on est dans son groupe de travail, c'est qu'une préparation à ce qui vous attend après dans le monde professionnel. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais gérer plusieurs projets en même temps. Après, je suis d'accord que c'est important que ce soit dans l'emploi du temps parce que je trouve que c'est pas respectueux de demander trop par rapport à la maquette. Ça rejoint un peu ce que disait Sandrine sur la cohérence voilà, de la maquette et peut-être voilà, de bien dispatcher les projets. Voilà, Mélissa, sur les projets. Du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Clémentine, par rapport au fait de choisir son groupe. Mon point de vue, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a l'âge à peu près tous en école d'ingénieur de pouvoir s'adapter au groupe qu'on va nous attribuer. Et je trouve pas que ce soit un problème d'avoir son copain ou pas dans le groupe pour travailler. Ce que je trouve un peu plus dommage, en revanche, c'est d'avoir un sujet qui nous est attribué. Nicolas, tu avais l'air de dire qu'il y a certains projets où on est assez libre de choisir un sujet qui nous intéresse. Et pour le coup, je trouve que ça entrave vraiment la motivation quand on a un sujet qui nous est donné, qui ne nous intéresse pas vraiment. Et malheureusement, on sait qu'il y a des sujets qui doivent être trouvés. Donc chaque année, il y a une restriction en termes de nombre de sujets qui doivent être trouvés pour donner aux élèves le moyen de travailler. Et donc il y a des sujets qui sont un peu pris par défaut, entre guillemets. Et certains étudiants se retrouvent avec ces sujets par défaut-là. Et eux, on le voit, même nous, en tant qu'étudiants, ils sont bien moins motivés. Et donc à ce moment-là, il n'y a même plus le plaisir d'apprendre, il n'y a même pas la sensation d'apprendre, puisqu'on est juste attribué à quelque chose qu'on se retrouve contraint de faire. Et à ce moment-là, je ne vois plus comme un projet, mais plus comme une tâche ou une corvée même, si j'ose dire. Mais du coup, oui, moi, ce que j'aimerais bien dans les projets, parce que je trouve ça vraiment top comme mode de fonctionnement, de dire à des étudiants, maintenant vous êtes grands, vous avez des connaissances et vous avez les prérequis, on vous donne ça à faire, ou au moins une sorte de consigne, une bulle qui vous englobe un peu ce qu'on attend de vous. Faites juste savoir ce qu'on attend de nous, et nous ensuite on peut se débrouiller. Enfin, je veux dire, si on a envie de travailler, si on a envie d'apprendre, on va trouver un sujet pertinent qui nous motive et avec lequel on pourra faire quelque chose après et qui saura satisfaire les professeurs aussi et montrer qu'on n'a pas chômé pendant le semestre. Bon, le NSC, donc plus de thématiques de projet, je crois. Hein. Parce qu'il y a des sujets qui sont pourris. Hein. Ah. Oui, moi j'avoue que je suis partagée là-dessus parce que récemment il y avait un projet où l'objectif du projet c'était que les étudiants puissent travailler par eux-mêmes, se l'approprier, donc c'était tutoré, mais voilà. Donc il fallait qu'ils se l'approprient, par contre le sujet était complètement imposé en plus de la constitution du groupe. Et du coup je trouve que c'est difficile de s'approprier quelque chose si au niveau du choix, de la conception, on n'a pas été impliqué. Après, si on prend l'exemple que vous avez pris, vous avez 6 chapitres, donc le choix... Il n'est pas libre, mais il n'est pas complètement imposé non plus. C'est entre les deux, c'est un choix un peu contraint. Donc je pense que pour des projets d'innovation, nous on a ça à l'ENSMAC, les PGRDI, c'est bien que les étudiants, comme ils doivent être acteurs, que ce soit eux qui choisissent, mais quand c'est un projet pour faire un cours renversé, inversé, hein, et c'est normal que ce soit un peu contraint. Pour rebondir sur ça, nous, à l'INSERM, en deuxième année, on a le PFA, c'est le projet au fil de l'année, où c'est des sujets imposés, mais donc il y a plusieurs sujets possibles. On peut pas sortir du cadre de ces sujets-là, et on fait des vœux sur les projets. Et alors, est-ce que vous vous sentez acteur du choix ou pas ? Alors, en quelque sorte, maintenant, le problème, après, vient sur l'algorithme de distribution des vœux. Non, parce qu'on a bien conscience que de toute façon, on n'aura pas d'autres sujets que ceux qui nous sont proposés.
Maintenant, le choix de l'algorithme de distribution des vœux, c'est un choix qui est assez important parce que il y a beaucoup d'algorithmes qui mènent à des situations dites non stables où on va se retrouver avec plusieurs groupes qui pourront échanger et être les deux groupes plus satisfaits de l'échange que du choix qu'ils avaient eu de base. Et bon, j'en vais rigoler, mais le truc, c'est que ça s'est arrivé cette année sur la distribution des PFA et c'est dommage. Et notamment sur ce que tu disais, moi j'ai eu mon premier vœu, j'ai eu la chance d'avoir mon premier vœu, mais on est sur un groupe de 8 et on n'était que 2 à avoir eu ce vœu-là et on le voulait. Les autres, c'était parmi leurs derniers vœux, ce qui fait qu'ils n'étaient pas du tout motivés par le projet. Et quand on dit que c'était parmi leurs derniers vœux, ça veut dire qu'il y en avait quand même beaucoup avant des vœux qui auraient pu plus les satisfaire. Donc c'est un peu, là ce que je suis en train de dire, c'est un peu un entre-deux sur le fait que oui, c'est important, je pense, mais moi je pense que c'est important d'avoir des projets où le sujet il est défini, on ne peut pas le choisir au sens où on ne peut pas réécrire le sujet. Mais s'il y a plusieurs sujets où les sujets sont écrits et on peut faire des vœux sur ces sujets, je pense que c'est important de prendre le temps de s'interroger, ok, maintenant on a les élèves qui ont fait leurs vœux, comment on leur redistribue ces vœux pour qu'il y ait le plus de satisfaction possible. Non, mais c'est comme la discussion qu'il y a eu autour de Parcoursup. Je pense que c'est un peu un sujet à débat, c'est clair. Mais l'algorithme de Parcoursup, par exemple, il me semble, ne mettait pas dans des situations stables. Et pourtant, ça a montré aussi qu'il existe des algorithmes déjà qui sont tout faits, que vous n'avez pas besoin d'implémenter vous-même, juste vous les utilisez, et qui mènent à des situations stables. Je ne suis pas en train de dire que... voilà, mais c'est surtout, en fait, bon, c'est peut-être un peu une attaque de ma part parce que je suis en informatique et qu'on a des enseignants qui ne mettent pas toujours des algorithmes en place qui mettent dans des situations stables. C'est un peu dommage, quoi. Surtout que derrière, après, quand nous, on a demandé à échanger les sujets, ça s'est fait. Donc, c'était possible. Pour vite fait rebondir... Pardon. À l'ENSC, du coup, ça ne se fait pas par moyen informatique, donc ça se fait à la main. Et pour le coup, ça a l'air de satisfaire... Oui, c'est les étudiants qui l'ont fait. Enfin, une pauvre déléguée qui a géré. C'est une bonne solution. Et ça a été un peu plus satisfaisant, effectivement. Et bon, après, il y a toujours eu des déçus parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais effectivement, à la main, déjà, je pense que c'est un entre-deux qui permet déjà de négocier avec l'humain en disant « Et si on fait un compromis, est-ce que c'est possible ?» Mais non, je pense que le fait de donner des cours d'algorithme à tous les enseignants de Bordeaux INP, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Oui, bien sûr, ce n'était pas l'objectif non plus. Après, on peut aussi le prendre parfois comme une opportunité. Si on considère que tous les projets sont en soi intrinsèquement intéressants, même si ce n'est pas notre premier vœu, c'est l'occasion de sortir un peu de sa zone de confort et de découvrir quelque chose qui peut-être va nous surprendre, quoi. Peut-être il faut... Si on fait confiance au départ à... Je pense que c'est comme ça qu'on le voit du côté des enseignants. C'est donner l'opportunité. Après, les étudiants, je ne sais pas comment ils le reçoivent. Peut-être on voit effectivement dans les projets qui sont source de motivation, c'est aussi source de frustration. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. Frustration sur les types de projets, les sujets donnés. Frustration sur le temps qu'on peut accorder aux différents projets. Et ça, je pense que c'est aussi du ressort de la responsabilité de l'équipe pédagogique d'essayer d'étaler au mieux les projets pour pas que les étudiants se retrouvent avec tous les projets à rendre en même temps. Parce qu'il y a de la frustration côté étudiant qui pas à travailler comme ils le souhaitent, et après il y a de la frustration côté enseignant qui, voilà, on voit les rendus des projets et on est un petit peu frustré des fois sur le travail qui est rendu. Ouais, donc ça fait une bonne transition avec une question que je voulais vous poser, notamment voilà, comment vous voyez la charge de travail et puis au final l'évaluation, parce que bon, les projets sont évalués. D'accord, il y a de toute façon derrière, au-delà de la thématique du projet, de l'intérêt, du sens que vous allez y porter, vous savez que vous serez évalué. Donc du coup, comment vous arrivez à gérer C'est-à-dire que comment on arrive à gérer? En fait, on hiérarchise, enfin moi, de mon vécu et de mon expérience d'étudiante, en fonction des projets qu'on a eu ou pas à faire, il y en a forcément qui nous intéressent plus que d'autres. Aussi, on n'est pas particulièrement stupide, donc on sait lesquels comptent aussi le plus dans la moyenne et vont nous permettre de valider le semestre. Donc à partir de ça, il y a une jolie petite péréquation qui se fait dans notre tête et on hiérarchise les projets les plus importants selon s'ils nous plaisent ou pas. Et donc on va accorder plus de temps, parce qu'il y en a aussi qui sont prévus dans l'emploi du temps et ça c'est vraiment
un soulagement en fait, parce que quand on se rend compte qu'on a peut-être 16 heures de projet dans la semaine, si on n'en avait pas dans l'emploi du temps prévu, ce serait ingérable, je pense. Et donc on va travailler sur les projets sur lesquels on a du temps accordé, ou peut-être qu'on va utiliser ce temps-là pour travailler sur des projets qui nous intéressent plus, ou sur lesquels on a pris plus de retard. En fait, on va essayer vraiment de gérer, mais c'est pas optimal du tout, je pense. Enfin, c'est vraiment par défaut. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qui nous intéresse ou sur ce qui est le plus important. Et donc, obligatoirement, il y a des projets qui passent un peu à la trappe, ceux qui nous plaisent moins, ou ceux où on sait que c'est des projets un peu plus courts, qui souvent ont moins d'importance sur notre note finale du semestre. Et du coup, ces projets-là, on les bâcle un peu, ou alors on les fait plus rapidement, ou alors on se répartit la tâche même des fois. Enfin, c'est un ami, par exemple, ou un binôme avec qui on est affilié, qui a plus de compétences pour un projet, il va faire peut-être 60% et nous 40%, et vice-versa pour un autre projet. C'est malheureux, mais ça se passe comme ça dans la réalité des choses. Donc. Ouais, c'est dommage, parce qu'en fait, ce mode projet, c'est quand même quelque chose qui vous porte, qui a du sens pour vous. Et finalement, la dimension de plaisir oui, voilà, est un peu amoindrie oui, il y a des projets qui... par les stratégies à mettre en place, en fait. Oui, voilà, parce qu'il y a des projets qui, moi, j'avais pas forcément d'appétence pour, parce que c'était plus dans l'informatique et je suis pas trop tout ce qui est côté technique, mais ça aurait pu m'intéresser de comprendre mieux le projet, d'y passer plus de temps et vraiment de me l'approprier, mais j'ai pas eu ce temps-là, et du coup, il y a quelques regrets. Comme tu le disais, il y a de la frustration parfois qui s'instaure. Ouais, c'est clairement la charge de travail, pouvoir gérer plusieurs projets, ça va se faire sur de la hiérarchisation. Je sais que moi je fonctionne aussi pas mal sur la hiérarchisation des dates des rendus. Là, je sais que je vous ai parlé de mes 5 projets, j'en ai 2 à conclure pour la semaine prochaine. Je vais plus me pencher sur eux que sur ceux qui sont à rendre à la fin du mois. Il y a aussi se connaître et connaître ses compétences qui va pas mal jouer en se disant ok, donc j'ai tel projet. Cette partie du projet, je sais que je peux la faire en à peu près tant de temps. Il faut savoir en fait aussi évaluer combien de temps on va mettre à faire telle partie de tel projet. Alors en première année, c'est peut-être assez compliqué à faire parce qu'on ne se connaît pas encore dans nos compétences. En deuxième année, ça devient un peu plus facile à faire. Je pense qu'en troisième année, c'est assez efficace. Vous êtes prêt pour le monde du travail, non? Comment ? Vous êtes prêt pour le monde du travail en troisième année. Ça, vous savez comment gérer, prioriser. Non, mais après, même, faut pas se reposer à 100% sur ça, parce que, même moi, là, je me suis dit, sur cette partie du projet, je vais mettre tant de temps, et au final, quand je m'y mets, je me rends compte que je mets quand même beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc oui, il y a la hiérarchisation au niveau de l'importance du projet, au niveau de la deadline, et au niveau de ce qu'on est capable de donner sur un projet, quoi. Et vous, les enseignants, vous avez conscience de cette difficulté ? En termes d'évaluation, je pense qu'on peut évaluer 2 choses. Soit on évalue le rendu, le livrable, si c'est un projet en groupe, et quelles que soient les méthodes utilisées par les étudiants, la charge de travail, on évalue le rendu, et les compétences développées ou ce qu'a produit un étudiant plus qu'un autre, finalement, on s'en fiche, on regarde le livrable, ce qui est souvent le cas après en milieu professionnel. En tant qu'enseignant, souvent, nous, on essaye de faire en sorte que les étudiants aient la palette de compétences pour un projet, et des fois, on essaye d'évaluer de manière un petit peu différente. On a testé cette année une évaluation où c'est une évaluation orale d'un projet à plusieurs, et donc les étudiants connaissent la partie sur laquelle ils vont être évalués au dernier moment, ils tirent au sort. Donc ils sont obligés de tous travailler, et l'écrit et l'oral, pour être en capacité de pouvoir faire la restitution. Mais ça dépend ce qu'on veut évaluer, je pense que c'est des stratégies différentes. On s'est rendu compte, on a eu quelques retours l'année dernière, et on s'est rendu compte que c'était important pour nous de faire comme ça cette année. On va voir si ça change. Par rapport à la charge de travail, de ce que je peux voir un peu à l'étranger, c'est qu'on a quand même une contrainte, c'est qu'on a un volume horaire en présentiel pour les étudiants qui est conséquent. Et du coup, moi, ça me pose problème de leur demander de travailler chez eux des heures et des heures sur des projets de groupe. Donc, je leur dis, ce que je vous demande, c'est petit, c'est-à-dire que nos cours durent 1h20. Si pendant 1h20, vous travaillez efficacement ensemble, vous aurez fait 75% du boulot et il vous restera plus grand-chose à faire. Et à mon avis, c'est un peu sous-estimé, mais bon, j'essaye de les motiver comme ça. Et du coup, en tout cas, même pour les TP, maintenant, les comptes rendus de TP, je fais en sorte qu'ils puissent quasiment les faire en séance, parce que
J'ai un peu des remords à leur donner beaucoup de travail personnel à la maison, parce que je sais qu'ils en ont par ailleurs. Donc cette charge de travail, j'essaye de la gérer comme ça. Oui, vous allez travailler en groupe, mais je dédie du temps en séance et aussi je tutore en séance. Et ça, par rapport à l'évaluation, je trouve que ça permet... en fait, l'évaluation, je trouve que c'est un sujet délicat, problématique presque. Ça dépend pourquoi, comment... voilà, ça pose beaucoup de questions éthiques, je trouve, l'évaluation. Et en tout cas, souvent, quand je corrige des copies et que je mets des mauvaises notes, je ne suis pas satisfaite parce que ça veut dire que c'est pas acquis, donc il faudrait y retourner. Ça veut dire qu'il faudrait une phase de ping-pong, quoi. Sauf que ça, on n'a pas du tout le temps de le faire. Donc l'avantage du tutorat aussi pour un travail en groupe qui est ensuite restitué, c'est que du coup, on peut travailler en séance et corriger les erreurs et faire en sorte que la connaissance soit bien acquise en séance, voilà, pour ne pas avoir de problème a posteriori. Et par rapport à l'évaluation, en école d'ingénieur, ça me pose moins de problèmes parce que pour moi, c'est, comme vous l'avez dit, juste un contrôle de connaissances. Est-ce que c'est bien acquis? Donc il n'y a pas de problème. Je fais quelque chose d'assez facile dans le sens où ça correspond à l'alignement pédagogique, ça correspond à ce qu'on a vu en cours. Si en cours on a fait que du cours, l'évaluation c'est que du cours. Si on a fait de l'analyse d'articles, eh bien l'examen c'est de l'analyse d'articles par exemple. Mais donc ça va. Par contre, là où je trouve que c'est problématique, c'est quand l'évaluation doit servir à trier, à sélectionner, à hiérarchiser les élèves selon leur niveau. Là, je trouve que c'est beaucoup plus problématique. En tout cas, pour moi, c'est non résolu pour l'instant. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on veut. Il y avait une question, Émilie. En premier temps, c'est pour Nicolas, par rapport à l'INSERM-ADK, combien de projets on parle, tu disais, ou est-ce que... Là, actuellement, alors ça dépend quand même, je tiens à préciser, des options qu'on choisit au S8. Mais là, actuellement, je crois que je suis sur 5 projets. Ouais. Pour combien de ces 5 projets, est-ce qu'il y a des heures de projet incluses dans l'emploi du temps? C'est ça que j'essaie de mesurer un peu par rapport à la charge de travail, puisqu'on parle de la charge de travail. Là, actuellement, il y en a 4. Parce qu'en fait, du coup, sur les 5 projets, il y a le PFA c'est un projet tout au long de l'année. Au début de l'année, on a quelques heures qui sont attribuées à ce projet-là pour le faire, mais le PFA, c'est un truc où on fait vraiment de bout en bout. On fait répondre aux besoins d'un client et on met en place. En fait, le moment où on fait vraiment du développement, on n'a plus d'heures attribuées dans l'emploi du temps pour le PFA, donc c'est vraiment que du travail à la maison. Du coup, là, sur les 5 projets, ouais, il y en a 4. C'est des créneaux, il me semble, de 2 heures par projet. Par semaine? Comment? Par semaine? Par semaine, oui. Je reprends un peu Clémentine sur l'idée de la charge de travail. Quand on compare avec la directive en disant aux étudiants on va bien dans le monde de la directive, moi je trouve que c'est parfois un petit peu exagéré parce qu'en réalité, dans la directive, on n'a pas forcément les 30 heures de cours, voire plus, hein, si c'est du 17 heures de cours. On n'a pas forcément ça, en fait, plus tous les projets à faire. Si les heures de projet sont incluses dans l'emploi du temps, alors c'est très bien parce qu'on peut se dire effectivement, voilà, c'est gérable. Si les projets se rajoutent à un emploi du temps qui est déjà du 8-18, moi je trouve ça énorme. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je n'ai pas du tout une formation d'ingénieur, je suis pour de langue, ça va, et que je suis passée par l'université et que moi, à Bac+4, mon emploi du temps, le nombre de cours que j'avais, en dehors de mon mémoire de recherche, c'était réduit sur 2 jours. Donc là, il y avait du plaisir, puisqu'on parlait de plaisir avant, et je pouvais aller jusqu'au fond des choses. Si j'avais eu cours de 8h à 18h et que, en plus, on m'avait balancé mon mémoire de recherche, je crois que je n'aurais pas pris de plaisir. Alors après, c'est une question philosophique sur est-ce qu'on va prendre du plaisir à l'école. Moi, je trouve que oui. Et à enseigner? Cette notion de plaisir, c'est vrai que cette question de la charge de travail est très importante et elle est formulée, elle transpire dans le réseau d'écoute. Ça génère aussi des choses compliquées pour les élèves. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant d'en parler au niveau de la journée pédagogique, parce que comment faire en sorte justement d'organiser ce temps différemment, de façon plus intelligente en fait. Pardon, oui. Non, mais je te laisse la parole après. Il y a vraiment, tu as parlé tout à l'heure, Sandrine, de cohérence de la maquette.
Et peut-être, vous aviez parlé quand on a discuté dans la préparation de cette table ronde de doublons. Voilà, donc il y a des approches, les approches programmes, où parfois on s'aperçoit que finalement il y a des doublons dans les cours. Et alors les doublons peuvent être aussi favorables dans la mesure où il y aura un angle de vue différent, des enseignants qui font la même chose. Néanmoins, peut-être que c'est sur ce genre de choses qu'il faut travailler, et donc croiser l'ensemble des cours et leurs objectifs, et peut-être certains à remodeler. Oui, et sur les projets, nous on a essayé vraiment en troisième année, il y a quelques années, de poser, donc sur toute la troisième année, de dire qui demande des projets, à combien d'heures vous estimez le temps de projet, est-ce que c'est compris combien il y a d'heures dans l'emploi du temps, et de les étaler. Donc on s'est vraiment, ça c'est remonté par les réunions déléguées. Donc c'est les réunions déléguées qui ont permis de faire émerger qu'il y avait un problème du côté des étudiants, sinon on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est vraiment ça qui nous a incité à étaler les projets et à essayer de quantifier le temps de travail qu'on demandait sur chaque projet. Et de voir, finalement, dans l'emploi du temps, on a 25% du temps de travail demandé qui est dans l'emploi du temps, 75% ou 0 heure. Après, sur ce côté-là, du coup, donc j'ai dit qu'on a 2 heures par projet. Mais clairement, alors heureusement, je prends quand même du coup du plaisir à travailler sur ces projets-là à côté des heures de projet, parce que c'est des projets qui sont vraiment intéressants. Je pense que même les enseignants nous le disent, on ne peut pas se permettre d'utiliser que les 2 heures assignées au projet pour faire le projet, parce que sinon il ne sera jamais fini, quoi. Donc il y a ce petit côté-là. En première année, on avait un peu plus d'heures sur certains des projets, et je trouvais ça, ça peut être un peu long, mais si on n'utilisait que les heures attribuées au projet, on pouvait quand même venir à bout du projet. Là, cette année, c'est compliqué. En termes de volume horaire attribué au projet, il faut quand même travailler à côté des cours pour les terminer. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, c'est que souvent, du coup, je profite de cette journée vraiment pour donner le point de vue des étudiants, parce que des fois, peut-être que vous ne l'avez pas. Quand on a des créneaux projets, souvent, il faut savoir que dans les promos d'étudiants que nous sommes, donc à l'ENSC, on parle de 80 élèves, à l'ENSERB 100, je crois. 100 par filière, ouais. Ok. Donc ça fait beaucoup de gens. Et du coup, c'est pour les TD, un TD à 100 étudiants, ça ne se fait pas. Donc on est par groupe de langue ou groupe qui sont attribués aléatoirement. Mais il faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes emplois du temps. Et souvent, comme les projets se font sur la promo entière, on n'a pas tous les mêmes créneaux de projet. Donc il faut savoir que sur les heures que vous prenez en compte pour concevoir un projet, quand vous dites par exemple, comme tu disais, c'est par exemple 20 heures pour ce projet-là, les 20 heures ne seront pas utilisées puisque des fois il va manquer des élèves du groupe. Alors oui, certes, on peut travailler en autonomie, mais quand il faut mettre en commun au bout d'un moment, puisque c'est un projet de groupe, il va manquer des éléments et du coup, ça traîne un peu. Et il y a aussi cette contrainte qui est logistique et je me rends compte que vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais c'est quelque chose à prendre en compte. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé de l'interaction en cours. Voilà, c'était une des premières choses qui pouvait être pour laquelle vous alliez décrire un cours comme efficace et plaisant. On a parlé aussi du temps de travail étudiant. On a parlé de flexibilité sur les projets. On a parlé de cohérence de maquette, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que j'oublie des choses dont on a parlé? Alors, voilà, je voulais venir. On n'a pas parlé d'une chose importante. Ouais, la relation, je pense que c'est quand même. Ouais, la relation pédagogique, la relation enseignant-étudiant. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Alors forcément, c'est plus simple dans les petites promos que dans les grandes promos. Ça peut s'acquérir à des moments particuliers, notamment dans les projets de fin d'année, de fin d'études. Là, on a une relation privilégiée avec quelques étudiants. Ça peut s'acquérir en projet. Nous, on a la chance de faire beaucoup de terrain avec les étudiants, donc ça s'acquiert pendant les terrains, quand même, une relation où on n'est pas dans une salle de cours et on connaît les étudiants différemment et eux, ils peuvent nous connaître aussi différemment. Et ça, pour moi, c'est indispensable d'avoir une relation avec les étudiants pour instaurer une sorte de confiance réciproque. Oui, après, oui, disons que la relation avec l'enseignant, ça aide par extension à s'intéresser au cours, au sens où si on sait que quand on a des questions, la question va être bien reçue, toujours en tout cas de manière bienveillante,
et ben on va avoir envie de continuer à poser des questions, même si c'est des questions bêtes, ou alors des fois, je pense beaucoup à ce truc qui est d'un côté légitime et d'un côté ça peut être un peu brusque, ou quand il y a un élève qui décroche, l'enseignant dit des choses et d'un seul coup l'élève essaie de raccrocher, il pose une question auquel des éléments de réponse ont été rapportés plus tôt. Je peux comprendre que c'est agaçant de se dire « je viens de le dire il y a 2 minutes et il me pose quand même la question ». Mais moi, d'un côté élève, j'ai envie au moins d'essayer de voir ça comme quelqu'un qui, au moins, a posé la question. C'est posé la question et se dit « Ok, je vais quand même essayer de raccrocher ». Et puis bon, tant pis s'il l'a déjà dit, j'essaie quand même de me raccrocher. Et quand du coup la réponse à cette question, c'est « Je viens de le dire il y a 2 minutes », on se dit « Ah, bon, du coup, il y en a beaucoup qui continuent de décrocher au lieu d'essayer de raccrocher. » C'est dommage, je comprends l'agacement. Mais je sais qu'avec des enseignants, j'ai un enseignant en CM, je décroche souvent pendant son CM, mais je sais qu'à tout moment, si je lui pose une question, même s'il vient de dire le truc il y a 2 secondes, il me répondra parce qu'il se dit merci. À chaque fois, le premier truc qu'il me dit à notre question, c'est merci pour votre question. Il a vraiment un engouement pour ça et il est heureux qu'on lui pose des questions, et même si c'est un truc qu'il a déjà dit 30 fois pendant le CM, quoi. L'interaction, quoi. Ouais. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure, ouais, Clémentine? Oui, par rapport à cette interaction, par rapport à ce dont on va parler après, avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout, dans mon entourage, j'ai entendu vous les profs, vous êtes foutus, demain c'est bon, c'est l'IA qui vous fait les cours, il n'y a pas de problème. Et en fait, non, moi je pense qu'on est humain et que l'humain, c'est un vecteur essentiel dans la transmission de la connaissance et des compétences. Et moi, je mets un point d'orgue à jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'humain dans un cours parce que sinon, il n'y a pas de plaisir non plus, et ni pour moi, ni probablement pour les étudiants. Donc, je trouve que par rapport à la relation pédagogique, l'humain est très important. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Aucune. Je peux peut-être en profiter pour ajouter quelque chose, oui. peut-être pour une pré-conclusion, si tu veux, Corinne. Oui. C'est qu'en tout cas, en tant qu'étudiante, j'aimerais bien déconstruire le principe de un prof et une promo. Enfin, j'aimerais bien que nous, les étudiants, les premiers, on arrête de voir le prof comme quelqu'un qui se pointe à 8h et qui part à 10h et qui fait juste son cours, mais qu'on le voit vraiment comme une personne, parce qu'un prof qui n'est pas là, il a peut-être des problèmes personnels. Et je trouve qu'on a trop la facilité maintenant à dire ce prof, il est tel quel, et à catégoriser, et que ça se transmette et que ça reste, parce qu'en plus, on est dans un réseau d'écoles d'ingénieurs. Donc les promotions parlent entre elles, et une fois que le prof est catégorisé comme bon prof, ou mauvais prof, ou pas très pédagogue, ça a tendance à rester, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on déconstruit complètement le lien humain, puisqu'on a déjà des a priori sur une personne qui va venir nous transmettre des connaissances, et du coup, ça biaise complètement la notion de pédagogie. Et c'est pareil pour les professeurs qui considèrent qu'une promo, c'est une promo, et pas 80 étudiants qui ont chacun leur motivation, leurs envies et leurs appétences distinctes. Et voilà. Merci pour cette belle conclusion, en tout cas. Oui. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on n'a pas de formation pour être enseignant, et que forcément, le fait des repères qu'on a eu d'enseignants, aussi quand on a été étudiant, des choses qu'on a vues qui justement nous plaisaient chez l'enseignant, on essaie de reproduire, mais il y a aussi notre personnalité, comme vous venez justement de le dire, je rebondis aussi. On n'est pas tous pareils, on va avoir chacun notre méthode d'enseignement qui peut être reçue différemment, mais sachez qu'on n'a pas de. On part avec notre cœur et notre envie au départ. Et on n'enseigne pas dans notre spécialité nécessaire. On n'enseigne pas toujours dans notre spécialité, donc ça demande. Mais c'est vrai que je me souviens quand on a préparé la table ronde, Clémentine t'a dit le plaisir aussi, c'est pouvoir incarner un cours. Ben oui, effectivement, si on enseigne une discipline qui n'est pas notre discipline fondamentale, effectivement, ça me semble plus compliqué. Oui, c'est tellement facile de transmettre un cours qu'on incarne parce que c'est notre spécialité. Ça n'a juste rien à voir avec un cours qu'on doit faire et ça fait toute la différence au final. Et aussi, je pense que la majorité des enseignants ont en tête que... quelque part, enseignants et étudiants, on est dans le même bateau puisqu'on a le même objectif, c'est de faire réussir les étudiants, quoi. Et à partir de là, ça nous fait quand même un moteur commun. Ouais. Oui. C'est une question aux jeunes qui sont là, les jeunes étudiants. Vous avez dit des projets
des sujets pas intéressants. Qu'est-ce qui vous permet des fois de dire qu'un sujet est intéressant, pas intéressant? Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'un prof ou un de vos profs, lorsqu'il propose des sujets à ces jeunes qu'il est en train de former, va leur proposer des sujets non intéressants? Alors, je vais commencer par répondre. Il y a peut-être eu un lapsus. À aucun moment, peut-être que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas pensé, il n'y a pas pour moi de projet pas intéressant. Ce que j'ai voulu soulever comme problématique tout à l'heure, c'est que quand on a eu des projets, des suggestions de projets, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout technique comme étudiante. C'est-à-dire que tout ce qui est informatique, je m'en éloigne le plus possible. Pas par manque d'intérêt, parce que ça m'intéresse, mais par manque de compétences. J'estime qu'en 3 ans, je n'ai pas eu les compétences nécessaires pour réaliser un projet correctement, selon les attentes qu'on attendrait d'une élève de 3e année en école de cognitique. Et c'est surtout ces projets-là que moi j'ai estimé pas pertinents pour ma personne, mais je sais que d'autres auraient pu se régaler à les faire, et ça s'est passé comme ça d'ailleurs. Mais, et pour répondre sur la question, est-ce que vous pensez que les professeurs donnent des sujets pas intéressants? Non. Enfin, je pense qu'ils sont comme nous, dotés d'une conscience, et qui savent à peu près ce qu'aiment faire leurs étudiants, donc non. Non, je pense qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés, c'est juste que des fois... Et pour mon côté, je pense que j'ai peut-être plus dit ça, ce truc de ce sujet pas intéressant, c'est plus au sens où quand on a un volet de sujets dans lesquels on doit faire des vœux, forcément, à partir du moment où on peut hiérarchiser, c'est qu'il y a des vœux qui nous intéressent plus que d'autres. Et donc au sens où pas le sujet est pas intéressant, mais moins intéressant. Bon, après, peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver un certain sujet pas intéressant, mais c'est une histoire de goût. Parce que, par exemple, moi, je me suis retrouvé dans un groupe où le sujet m'intéressait et la plupart des personnes n'étaient pas intéressées par le sujet, mais ça, c'est autre chose. Voilà pour ça. Et oui, comme tu l'as dit, est-ce que les profs, je pense que les profs font leur maximum pour proposer des sujets intéressants. Et je pense que ça va dépendre après c'est une question de goût pour les étudiants, ça va dépendre de la matière, de l'investissement dans la matière et de à quel point c'est raccroché à certaines choses qu'on connaît déjà ou pas, quoi. Mais je pense pas que les enseignants proposent des sujets inintéressants. Moi, je prends la dernière question, Émilie. Effectivement, il n'y a pas de sujet pas intéressant, mais il y a peut-être des étudiants pas intéressés par certains sujets, et pour remonter à ce que disait Jean-Charles, c'est plus une question de renverser la perspective. Enfin, pour l'enseignant, tous les sujets vont être intéressants, et puis les étudiants, selon qui ils sont, ont un projet de carrière. Et je finirai aussi par cette anecdote. Ici à l'INSERM, les étudiants qui m'ont dit on a certains projets, parfois on a le choix, mais en fait, essentiellement, on est classé selon nos résultats, et donc quand on a les meilleurs résultats, on a le haut du panier, et puis quand on a les moins bons résultats, on a aussi des projets qui nous intéressent, nous, potentiellement moins, ce que je trouve aussi questionnant, voilà, en termes de motivation. Complètement, vous en aviez parlé Je également. disais, ouais. ça a tendance, c'est dommage de faire ce système-là où quand on a les bonnes notes, on a nos premiers vœux, et quand on n'a pas les bonnes notes, on n'a pas nos premiers vœux, parce que déjà qu'on n'a pas des bonnes notes, c'est souvent qu'on pêche un peu, et on va ramener encore plus sur un sujet qui ne nous intéresse pas, parce que je pense qu'on peut tous s'accorder sur... peine, hein. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que ce qui est agréable nous motive, et quand on est motivé, on travaille plus et on réussit au moins un peu plus que quand on n'est pas motivé, que ça ne nous intéresse pas, quoi. Ça me fait réagir parce que j'ai souvent la question. On voit bien qu'il y a des étudiants qui ont des sujets qui les intéressent et d'autres qui ne les intéressent pas. Mais nous, c'était pareil quand on était étudiants. Les profs, c'est pareil. Il y a des matières. Moi, j'ai enseigné plein de matières. J'ai la biochimie, l'immuno, tout ça. Il y a des matières que j'aimais bien enseigner parce que c'était mon truc. Puis il y a des matières que je devais les enseigner parce qu'on m'a demandé de le faire. Parce que demain, dans votre boulot, tout le monde ici, on fait au moins 10, 20, 30, 40 ou 50% de choses pas intéressantes. Mais il faut savoir les faire bien. Et dans son métier, si on va avoir des responsabilités plus ou moins, on ne peut pas se dire qu'on va réussir dans la vie professionnelle si on ne fait que des choses qui nous intéressent. Après, je le redis, c'est pas une question d'intérêt, c'est vraiment une question de compétence. Quand on a le recul, je parle de mes 22 ans, mais quand on sait à peu près dans le cursus qu'on sait faire ou pas, et qu'on se dit, je vais me retrouver sur un projet que je vais planter, c'est difficile aussi. Déjà, ne serait-ce que mentalement et en termes de motivation. Mais c'est pas une question d'intérêt, je le redis. On ne parle pas assez de plaisir de la part du reste, de l'enseignement et tout ça. Et revenir en conclusion, je trouve ça bien triste de revenir sur c'est pas intéressant, il faut le faire.
Mais c'est pas terminé, Nathalie. On va passer à la troisième partie. Bon, merci Clémentine, Nicolas, Sandrine et Mélissa.